Bien que les textes de loi reconnaissent aux femmes leur droit à la terre, celles-ci peinent encore malheureusement à en jouir pleinement, et ce en raison des barrières d'ordre culturel, social qui les en écartent. Quelles sont ces barrières et que font les professionnels de justice pour leur permettre de faire valoir ce droit et d'en jouir? Nous en parlons dans cette émission car c'est le sujet au cœur de nos échanges du jour. Sur le plateau, Maître Michel Agué et la doctorante en droit privé Alognon Senyediva. Auditeurs et auditrices de Radio Djena, bienvenue dans l'heure du droit, l'émission qui vous facilite la compréhension du droit. Méchac Nyaro au micro. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de la terre, nous parlons des droits des femmes. Alors, Maître Agué, qu'est-ce que ça implique le droit des femmes à la terre? Lorsque nous parlons d'abord, merci de nous recevoir pour cette émission et d'essayer de faire connaître le droit à la population, notamment aux femmes et aux personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous parlons du droit des femmes à la terre. Lorsque nous parlons du droit des femmes à la terre, aujourd'hui au Togo, je peux dire que sur le plan légal, nous avons des dispositions juridiques qui protègent les femmes, qui donnent le même droit aux femmes en matière d'accès à la terre. Donc, quels que soient les voies et moyens qui permettront de pouvoir accéder à la terre, les femmes ont les mêmes droits que les hommes et il n'y a pas de différence sur le plan juridique. Madame Alognon. Oui, merci Madame Nyaro pour l'invitation. Parler du droit des femmes à la terre, c'est pouvoir dire que les femmes ont le même droit que les hommes à pouvoir accéder à la propriété foncière. Et comme l'a dit Maître Agué, nos textes reconnaissent aux femmes le même droit qu'aux hommes, puisque il y a la défense à la discrimination dans les textes. Cependant, dans la pratique, qu'en est-il? Je pense que durant nos échanges, nous aurons à revenir sur la question. Merci. Merci à vous. Nous aurons le temps, durant cette émission, d'en parler largement. Mais bien avant, quand on parle de terre, on parle de droit foncier. Quelles sont les différentes manières d'accéder à la propriété foncière ici au Togo? Madame Alognon. Ok, merci. Nous avons plusieurs modes d'accession à la propriété foncière. Donc, hormis le droit du premier occupant, nous avons la cession par voie de succession, par voie testamentaire, par donation, par prescription acquisitive et par accession. Ah, ça fait terme très technique, hein? On est rentré carrément dans le vocabulaire juridique. Est-ce que vous pouvez nous monnayer la compréhension de ce dont vous avez parlé? Ok. Donc, je dirais vraiment de manière prosaïque, pour pouvoir accéder à la terre, vous pouvez le faire en achetant. Donc, vous achetez un terrain, vous avez donc droit à la terre. Ou soit votre père ou en tout cas l'un de vos parents était propriétaire de terre. À sa mort, vous pouvez accéder à la terre. Une personne que vous connaissez peut, par des dispositions testamentaires, donc vous reconnaître un droit à la terre. Ou soit vous êtes sur une terre qui n'est pas la vôtre, mais vous comportez comme un propriétaire et vous possédez cette terre pendant 30 ans. C'est ce qu'on appelle la prescription acquisitive. Vous êtes de bonne foi, vous vous comportez comme un propriétaire sur une terre, vous prenez soin de la terre. Après 30 ans, vous pouvez donc devenir propriétaire. C'est ce qu'on appelle la prescription acquisitive. C'est un peu plus clair maintenant. Merci. Alors, elle a cité, Madame Alognon a parlé des différentes manières pour pouvoir accéder à la terre ici au Togo. Et lorsqu'on vient dans les réalités, on va dans les cas pratiques. Généralement, de quelle manière la femme togolaise arrive à accéder à la terre? Bon, de la même manière que la loi le permet. Donc, peut-être en monnayant, elle a oublié de revenir sur la donation. On peut du vivant d'une personne faire don de la terre à une personne. J'ai mon terrain, je peux choisir de le donner à une femme. Donc, c'est possible. Donc, en plus de cela, dans la pratique, c'est de la même manière. Soit la femme a les ressources, elle peut acheter elle-même son terrain.
soit elle en hérite au décès de son père ou bien de sa mère ou bien de son mari, ou elle fait partie des premiers occupants. Elle a occupé la terre pendant plusieurs années, pendant 30 ans, et de manière à ce que personne ne l'ait dérangée pendant ces 30 ans-là, elle devient propriétaire de la terre. D'accord. Donc, c'est de la même manière. Donc, en principe, la pratique ne diffère pas de ce que la loi prévoit. D'accord. De toute cette manière que vous avez cité, ces différentes manières dont on accède à la terre, quelle est la plus récurrente? Est-ce qu'au Togo, la plupart des femmes arrivent à accéder à la terre par achat ou par héritage ou d'une autre manière? La parole est à qui veut la prendre, hein? Je dirais que, bon, ce que nous constatons, c'est que les femmes accèdent à la terre en achetant. Celles qui ont les ressources achètent la terre. Maintenant, lorsque nous arrivons sur le plan de l'héritage, où c'est aussi un mode d'acquisition qui est assez courant dans notre pays, c'est là que les difficultés commencent pour les femmes. Parce que dans nos pratiques coutumières, on pense encore que la femme n'a pas droit à la terre. La femme, qu'elle soit fille ou bien qu'elle soit épouse, dans la mentalité de la majorité des Togolais, on se dit que soit elle est fille, elle est appelée à se marier un autre jour, donc appelée à se marier, donc elle sera obligée de quitter la terre de ses parents, ou bien elle est épouse, elle est venue sans terre, elle est venue se marier, et au décès de son mari, elle laisse la terre dans la famille de son mari, surtout lorsque nous parlons de terre dans les milieux ruraux. Donc, c'est là où les femmes ont beaucoup plus de difficultés à accéder à la terre. Sinon, aujourd'hui, bon, si la femme a les ressources, elle achète son terrain et elle fait les procédures à son propre nom. Donc, même que des fois, bon, même si je dis ça aussi facilement comme ça, on se trouve aussi dans des situations où bien ce sont des femmes qui sont mariées et si elles veulent acheter leur terrain, il faut l'autorisation du mari. Et certaines femmes aussi continuent de faire, bon, je dirais, entre griffes, l'erreur ou bien la bêtise d'acheter ce terrain-là au nom de leur mari. Et ça leur crée des problèmes par la suite. Ah oui, petite parenthèse, pourquoi le mot font la bêtise de mettre le nom du monsieur sur les papiers? Oui, je dis c'est la bêtise parce que, ou bien c'est l'erreur. Bon, si je dis bêtise, peut-être que c'est trop fort, mais c'est une erreur parce que vous avez travaillé, vous avez gagné votre ressource, vous avez vos fonds propres, vous achetez le terrain, vous l'achetez en votre nom. Si vous avez des enfants, par la suite, vous transmettez ce terrain à votre enfant. Mais on se dit, oui, dans certains couples, on se dit, une femme qui a des terrains devient arrogante, elle ne réfléchit pas, elle ne respecte pas son mari. Il faut l'autorisation du mari pour accéder à la terre parce qu'on considère que elle doit soumission. C'est des préjugés et autres qui font que certaines femmes se disent que, bon, je travaille toute ma vie, je veux acheter le terrain, au lieu de l'acheter à mon propre nom, je demande l'autorisation à mon mari. Et peut-être des fois, c'est le mari qui prend l'argent de la femme qui est au devant de la transaction et va acheter le terrain en son propre nom. La femme pense avoir acheté son terrain, mais le jour où il y a problème dans ce couple-là, c'est là où on se rend compte que elle n'a rien, le terrain appartient au monsieur. C'est pourquoi je dis que c'est une bêtise, parce que tu travailles, tu achètes ton terrain, tu le mets en ton nom. Point barre. Merci pour les éclaircissements. Alors, Madame Alognon, comment est-ce qu'on peut expliquer que nous sommes tous au 21e siècle et des gens restent toujours persuadés sur le fait que la femme n'a pas besoin d'acquérir la terre? Oui, en fait, pour expliquer cela, je pense qu'il faut aller dans nos coutumes, ce que les juristes appellent les droits originairement africains, pour pouvoir expliquer cela. Parce que, en vrai, en Afrique, la terre n'appartient pas à un individu, mais la terre appartient à la collectivité. Ce qui fait que dans les droits essentiellement africains, on ne vend pas la terre. La terre appartient à la famille, à la collectivité. Vous pouvez exploiter la terre. Donc, vous avez ce qu'on appelle le droit de culture sur la terre. Et ce droit de culture est reconnu également aux femmes. Et donc, on estime également que la femme est un membre non permanent de la famille. La femme est un membre non permanent de la famille, de sa propre famille d'origine, puisqu'elle ira se marier
Et là où elle ira se marier également, elle est un membre non permanent parce que lorsque l'époux va mourir, elle va retourner dans sa famille originaire, entre guillemets. Est-ce que c'est un terme juridique, individu non permanent, ou bien c'est une dénomination qui vient de... C'est un fait. C'est un C'est fait. un fait. Et donc, c'est ce qui justifie une sorte d'interdiction à la femme de pouvoir accéder à la terre. Parce qu'on estime que si la femme accède à la terre, lorsqu'elle va se marier, elle va appauvrir sa famille puisqu'elle va ramener cette terre-là dans sa famille, dans la famille de son époux. Et donc, sa famille originelle va être dépossédée de ce bien-là. Donc, c'est ce qui explique qu'on ne reconnaisse pas à la femme le droit d'accéder à la terre. Je prends l'exemple du nom. Aujourd'hui, je m'appelle Alogno, mais lorsque j'aurai des enfants, mes enfants ne vont pas s'appeler Alogno. Donc, ce sont les raisons qui expliquent. Voilà. Donc, si j'hérite d'un terrain de mon père, par exemple, lorsque je vais me marier, même si je ne le cède pas à mon époux, je vais le céder à mes enfants qui ne porteront pas le patronyme de mon père. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, je comprends. Mais même dans les droits traditionnellement africains, la femme, elle a le droit de culture, c'est-à-dire elle peut cultiver la terre pour se nourrir. Mais elle n'a pas le droit de l'avoir en propriété. De l'avoir en propriété. Et même dans nos droits essentiellement africains, on n'a pas le droit de vendre la terre, aussi bien qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et comme on le dit, les anthropologues le disent, ce sont les Blancs qui sont venus un peu déstabiliser nos cultures, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vend. En fait, c'est ce qui explique également les problèmes fonciers qu'on a. Ça, c'est tout un autre sujet. Oui. Et des gens tirent avantage aussi de cela. Ok. Aujourd'hui, il y a des avancées en matière d'instruments juridiques, mais on se rend compte que la coutume a un certain poids. Je vais le dire comme ça. Hein. La coutume est priorisée par rapport à la loi écrite. Qu'est-ce qu'il explique? Surtout en matière d'accès à la terre. Maître Agué. Bon, tout à l'heure, Madame Alogno a parlé de la tradition et nous savons tous que cette tradition a une vie dure dans plusieurs domaines. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous avons un code foncier, nous avons des textes juridiques qui constituent des avancées en matière d'accès des femmes à la terre, que ce soit par voie d'achat ou bien par héritage. Mais il faut du temps. Il faut du temps, dans un premier temps, pour que la population soit informée, conscientisée sur ces avancées. Et il faut du temps, encore beaucoup plus de temps, pour que nous puissions changer de mentalité, que nous puissions accepter que les nouveaux textes soient appliqués, soient effectivement appliqués. La plupart du temps, les femmes qui rencontrent des difficultés en matière d'accès à la terre, que surtout par voie d'héritage, lorsqu'elles sont confrontées à ces difficultés et qu'on les met en face de ces textes qui les protègent, ce sont ces femmes-là qui ont de la réticence à ce que les textes soient appliqués parce qu'elles ont encore peur de la perception de la famille, de l'entourage, de l'environnement. Elles ont peur de ce que les gens vont dire. Est-ce qu'il y a des répercussions pour ces femmes-là qui osent aller en justice pour réclamer leurs droits? Des répercussions, ça serait surtout sur le plan de la communauté, sur le plan social, si je peux le dire ainsi. Comment est-ce que ces femmes-là seront reçues au sein de leur communauté? On va dire que voilà, cette femme-là, elle a eu le courage, ou bien elle a osé, c'est le mot, elle a osé aller en justice, elle a osé traduire en justice peut-être ses oncles, peut-être ses frères. Et là, de retour dans sa communauté, on la juge. On la doite du doigt. Donc, ce sont ces répercussions-là qu'il y a. Mais sur d'autres plans, il n'y a pas de répercussions en tant que telle. C'est la seule répercussion, c'est qu'elle va rentrer en possession de ses droits et pouvoir jouir de ces droits-là. D'accord. Alors, selon qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural, quels sont les différents défis auxquels les femmes sont confrontées en ce qui concerne l'accès à la terre?
Bon, je dirais d'abord, quand on est en milieu urbain, comme l'avait dit Maître Aguet, pour accéder à la terre, il suffit de l'acheter. Il suffit de l'acheter, tout simplement. Et c'est le moyen le plus facile, entre guillemets. Et en milieu urbain, nous avons l'éducation. Nous estimons que les filles connaissent a priori leurs droits. Maintenant, en milieu rural, il y a encore les pesanteurs, puisque là, pour accéder à la terre, c'est plus par voie d'héritage, donc par succession. Et ces pesanteurs-là existent. Est-ce qu'une femme peut hériter? Si vous héritez de la terre, vous allez la transmettre à votre famille, à la famille de votre époux. Donc, il y a toutes ces pesanteurs. Mais maintenant, si on revient encore en milieu urbain, les mêmes pesanteurs nous rejoignent, puisque il y a beaucoup de femmes qui ont des capacités financières, mais qui ne veulent pas forcément acheter la terre en leur nom. Elles ne veulent pas acheter la terre en leur nom. Or, en droit des régimes matrimoniaux, il y a un principe qui dit que le titre prime la finance. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, oui, on cherche le titre de propriété, donc le reçu de vente, si c'est le nom de l'époux qui est déçu. Malgré le fait que ce soit l'épouse qui ait acheté la terre, on donnera la terre à la personne dont le nom est sur le titre de propriété, donc sur le reçu de vente, par exemple. Et donc, je me dis que toutes ces pesanteurs sociales nous rejoignent même en milieu urbain. En dehors même de ces pesanteurs, toujours en ville, quand je prends le cas de Lomé, nous avons les communautés endogènes qui vivent encore et on rencontre de ces situations où les femmes sont privées de leur droit à la terre. Maître Aguet, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce ne sont pas seulement les communautés endogènes, hein, c'est toutes les communautés, que ce soit endogènes, exogènes ou bien je ne sais pas quoi. C'est dans toutes les communautés que ces problèmes-là se posent. On a dans des familles où il y a des garçons et des filles, où les gens se disent que bon, soit la fille n'a droit à rien, soit la fille, si on a peut-être le parent laisse peut-être, je ne sais pas, 15 lots. On se dit que s'il y a 3 filles, les filles peuvent prendre 3 lots et 2 garçons peuvent se partager 12 lots. Parce qu'on a toujours dans nos têtes, dans nos mentalités, que la fille n'a pas forcément besoin de la terre. Elle est fille, elle doit se marier, elle va être prise en charge par son mari ou bien son époux. Elle est femme, elle n'a pas besoin d'avoir accès à la terre de son conjoint. Donc, il y a cette mentalité-là qui prime partout. Et on voit, même nous, par exemple, dans le notariat, vous recevez des gens qui viennent pour faire leur testament et qui viennent avec peut-être plusieurs terrains, qui vous disent que les filles, je veux donner un quart de lot aux filles. Bon, quand ça ne va pas bien chez leur conjoint, elles peuvent revenir. Ou bien je laisse seulement la maison familiale pour les filles. Quand ça ne va pas bien chez leur mari, elles peuvent revenir. Et on distribue les terres aux hommes. C'est difficilement qu'on arrive à les convaincre que si vous faites ce genre de testament, ça risque d'être contesté par la suite. Parce que aujourd'hui, la loi donne les mêmes droits, que ce soit aux filles, aux garçons, aux aînés, aux jeunes. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, c'est difficile. Donc, il y a un problème d'éducation qui se pose. Il faut qu'on puisse changer de mentalité, éduquer les filles et les garçons autrement, faire passer le même message pour que chacun puisse comprendre que sur le plan juridique, ce sont les mêmes droits en matière foncière. Justement, parlons de ces droits. Que dit concrètement la loi en matière d'accès ou de droit à la terre, Maître Aguet? Bon, hommes et femmes peuvent acquérir la terre et le droit de propriété appartient à tout le monde. Il n'y a pas de différence. Donc, quand nous prenons déjà à partir de la Constitution, on dit qu'il n'y a pas de... Le droit de propriété appartient à tout le monde, hommes et femmes. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes en matière de droit. C'est ça le principe au niveau de notre pays. Maintenant, lorsque nous prenons par exemple le code pénal, c'est bien précisé dans le code pénal qu'on ne doit pas faire de discrimination entre les hommes et les femmes. Discrimination basée sur le sexe en ce qui concerne
tous les droits, donc il n'y a pas de, y compris le droit de propriété, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et lorsque nous prenons encore le code foncier, c'est bien spécifié dedans que les hommes et les femmes peuvent accéder à la terre de la même manière. Donc on ne doit pas mettre de différence entre hommes et femmes en matière de propriété. Dame Alognon, est-ce que les gens sont au courant? Est-ce que les gens ont l'information? Moi, je ne saurais répondre à cette question. Le test et les tests existent. Oui. Les tests reconnaissent l'égal accès aux femmes et aux hommes. Mais est-ce que tout le monde est au courant? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils peuvent peut-être savoir qu'il existe des tests, mais est-ce qu'ils connaissent le contenu? Est-ce qu'ils en connaissent la portée? Je ne pense pas. Et donc, je crois qu'il y a encore un grand travail de sensibilisation, non seulement de vulgarisation pour que tout le monde soit au courant des tests, mais également d'éducation à la base. Parce que moi, ce qui m'écoeure un peu, c'est que c'est les femmes qui éduquent. Mais qu'est-ce que nous disons à nos enfants dans notre éducation, même en ville? Quand tu fais comprendre à la fille que sa réussite se résume au mariage, quand on fait comprendre à la fille que elle est, entre guillemets, une sorte de sous-homme, en fait. Oui, je peux le dire ainsi, puisque en parlant tout à l'heure du statut de la femme, on comprend que la femme n'a sa place nulle part. Oui. Individu non permanent. Ni dans sa famille, ni dans la famille de son époux. Et dans notre discussion, c'est juste arrêter qu'à l'héritage, peut-être, qu'à la lien de filiation. Mais il y a également beaucoup de problèmes après le départ de l'époux, après le décès de l'époux. Il y a beaucoup de veuves qui sont spoliées. On peut encore comprendre que les enfants héritent, mais quel droit est reconnu à la veuve? Si la veuve est mariée encore à la concubine, quel droit lui est reconnu? Justement, je pense que c'est l'occasion d'en parler parce que vous l'avez dit à l'entame de l'émission que c'est en matière d'héritage qu'il y a difficulté d'accès à la terre par les femmes. Alors, quels sont les défis que rencontrent surtout les veuves et les divorcés, Maître Agué? Bon, lorsque vous parlez de divorcés, bon, je pense que lorsqu'il y a divorce, la femme, elle perd déjà ses droits, à moins qu'il y ait un régime matrimonial qui lui permet de bénéficier d'une partie du patrimoine du couple. Maintenant, lorsque nous parlons des veuves, je pense que la loi est claire. La veuve, que ce soit la veuve ou bien peut-être le veuf, il ou elle a droit au quart des biens laissés par le conjoint. Donc, que ce quart de biens peut se calculer en terre, en d'autres biens matériels. Donc, lorsque un monsieur décède et qu'il laisse beaucoup de terrain, donc on doit en principe donner en toute propriété le quart de ces terrains-là à sa veuve. Donc, c'est ce que la loi dit. Et c'est ce qui devrait être fait. Et c'est ce qui doit s'appliquer. Et maintenant, quel est le sort de celle qui vit en concubinage avec son époux? Malheureusement, je crois que tout à l'heure, Madame Alognon y a fait allusion en disant que oui, à moins qu'elle ne soit mariée. Si vous n'êtes pas marié, si c'est juste le simple concubinage, la loi ne vous protège pas en tant que tel. Donc, vous n'êtes pas protégé par la loi. Donc, il faut être marié pour pouvoir bénéficier de ce que la loi dit. Donc, malheureusement, pour le moment, les concubins ou bien concubines ne sont pas protégés par la loi. C'est vrai qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être mises sur place pour peut-être faire certains nombres de calculs, mais ce n'est pas encore de l'ordre du jour en tant que tel. Est-ce que c'est également le cas pour les donations faites entre concubins? Oui, comme l'a dit Maître Agué, les concubins ne sont pas protégés par rapport peut-être à la succession ab intestat, c'est-à-dire la succession sans testament. Néanmoins, le concubin peut, par voie testamentaire, reconnaître
des droits à sa concubine. Donc, il peut lui céder peut-être un terrain ou même de son vivant lui faire une donation. Mais généralement, je pense que Maître Aguet est plus placé que moi pour répondre à cette question. Généralement, puisque nous ne connaissons pas nos droits, comment se fait cette donation-là? Peut-être qu'il dit juste, bon, je te donne cette maison, mais il ne fait pas des formalités. Normalement, la donation, elle doit se faire par voie notariale. Et donc, si vous ne passez pas par les voies légales pour le faire, à la mort de votre concubin, vos co-héritiers ou bien les successibles peuvent contester les dispositions testamentaires ou même la donation. Est-ce que si, par exemple, la donation s'est faite lors d'une réunion familiale, rassemblant les oncles, les membres de la famille et les enfants, on peut le prendre pour argent comptant, non? Non, ça ne veut rien dire. Comment ça? Si. Ce n'est pas ce que la loi dit. Il y a des voies et moyens pour pouvoir faire la donation. Dès lors que vous ne le faites pas, la donation n'est pas valable. D'accord. En matière de succession, on dit généralement que le domicile conjugal revient au conjoint survivant. Maintenant, si on se retrouve dans une situation où les époux n'étaient pas mariés, ils étaient concubins, est-ce que dans ce cas, la femme toujours peut avoir droit au domicile conjugal? Tout ce que prévoit la loi protège la femme qui est légalement mariée, la femme qui est mariée à l'état civil, qui dispose d'un contrat ou bien d'un contrat de... Non, pas contrat de mariage. On n'est pas obligé d'avoir le contrat de mariage. Certificat de mariage, je voulais dire. Donc, à tout moment, une femme peut être expulsée du domicile de son époux après sa mort. Si elle n'est pas mariée. Si elle n'est pas mariée. Maintenant, le reste, c'est peut-être sur le plan moral, des obligations morales. Si les enfants se disent que oui, cette femme-là, nous la connaissons, elle a vécu pendant toute sa vie avec notre père, donc ce n'est pas bien de la faire sortir de la maison familiale. Ça, c'est des obligations sur le plan moral, mais sur le plan juridique, la femme-là, elle n'est pas protégée. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la nécessité de passer par l'état civil et de régulariser notre union. Parce que c'est cette régularisation, bien c'est ce mariage à l'état civil qui protège les femmes contre les abus des familles. Maintenant, qu'est-ce qui empêche de pouvoir se régulariser devant monsieur le maire? Bon, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a peut-être plusieurs contraintes. Moi, je fais plutôt un plaidoyer pour qu'on puisse reconnaître des droits à la femme à qui on a fait, par exemple, la dot. Je me rappelle quand on était encore en master, on avait une collègue qui est aujourd'hui magistrate, qui avait fait son mémoire sur la question. C'est le fait de pouvoir reconnaître à la femme donc, qui est mariée selon nos coutumes. En vrai, la dot, c'est le mariage traditionnel. C'est de pouvoir reconnaître des droits à cette femme-là parce que quand elle a fait les études, elle est allée, elle a fait des sondages, c'est pas seulement les hommes qui refusent de se marier. Il y a des femmes aujourd'hui qui refusent également de se marier. Elles se disent, je travaille, je n'ai pas besoin d'un homme. Me marier, ça ne change rien à ma situation, j'en ai pas besoin. J'ai mes moyens. Il y a plusieurs femmes pour X ou Y raisons ne veulent pas se marier légalement. Donc, c'est des raisons personnelles, c'est des raisons aussi peut-être culturelles. Je ne sais pas trop. Alors, si on revient à l'exemple que j'avais donné tantôt, est-ce que si une femme qui était en concubinage décide d'intenter une action pour revendiquer le domicile conjugal, peut, avec l'accompagnement des professionnels, avoir gain de cause? Maître. Ça sera difficile, mais comme je le dis, peut-être comme en 2022, il y a eu le code des personnes et de la famille qui a été modifié, qui prévoyait des dispositions, mais ces dispositions s'appliquaient essentiellement en matière de divorce, où on se dit que, pas de divorce, de séparation, on se dit qu'un couple qui a vécu pendant des années ensemble, on peut faire un certain nombre de calculs en se disant que, bon, la femme qui a travaillé comme
conjoint au domicile qui n'avait pas un autre travail en dehors de son foyer. Les ménagères. Oui, bon, je ne voulais pas utiliser ce mot. C'est le terme qui est utilisé souvent. Donc, cette femme-là, qui a peut-être passé 10 ans, 20 ans en restant dans son domicile, en travaillant dans son domicile pour le couple, on peut, au moment de la séparation, faire des calculs qui permettra de dédommager la femme, de lui verser un certain nombre d'indemnités. Bon, je me dis que peut-être, si la femme tombe sur un bon avocat, cet avocat-là peut essayer, avec ces dispositions-là, essayer d'amener la femme à bénéficier d'un droit d'usufruit sur le domicile conjugal jusqu'à ce qu'elle se remarie ou bien jusqu'à ce qu'elle meure. Mais le principe, c'est qu'il faut se marier. C'est ce qui simplifie la vie à tout le monde. Il faut se marier à l'état civil. C'est vrai que le plaidoyer fait pour dire que, bon, il faut qu'on puisse donner de la valeur aux femmes qui ont une valeur juridique, aux femmes qui sont passées par les cérémonies de mariage coutumier. Mais pour le moment, ce plaidoyer n'aboutit pas. Donc, il faut que nous encourageons les jeunes femmes, les femmes qui vivent en concubinage à passer devant l'état civil. Ainsi que les hommes. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin forcément de protection vis-à-vis de leurs femmes, mais bon, les femmes aujourd'hui, on sait qu'elles ont besoin de cette protection-là en tenant compte des contextes dans lesquels nous vivons. Tantôt, vous aviez parlé du droit d'usufruit de la femme sur une propriété conjugale. De quoi s'agit-il? Donc, c'est parce qu'elle peut rester dans... Elle a le droit de jouir de la maison, de profiter de la maison, d'habiter, peut-être louer et percevoir les loyers, mais elle ne peut pas vendre. Parce que la maison ne lui appartient pas à toute propriété. Donc, elle peut louer, prendre les loyers, vivre dans la maison, bénéficier de tout ce qu'elle peut bénéficier de cette maison-là, mais elle ne peut pas vendre. Nous allons toujours rester dans le cadre du concubinage. S'il arrivait que du vivant des époux, ils se sont entendus pour mettre les moyens ensemble et obtenir ou acquérir un bien, et qu'après il y a séparation d'une part, ou après il y a mort ou décès de l'un des conjoints, et qu'il y a des preuves matérielles de l'achat conjoint de ce bien, de cette terre. Dans ce cas, est-ce qu'il y a possibilité pour la femme d'acquérir le domicile ou la terre? La preuve qu'il doit avoir, c'est les deux noms. Les deux noms sur les actes de propriété. S'il y a un contrat de vente, s'il y a un titre foncier qui est établi, il faut que les deux noms figurent dessus. Maintenant, si les deux noms figurent dessus, ce qui va se passer, c'est que ce bien-là va être divisé en deux parties. Une partie va rentrer dans le patrimoine de la personne qui est décédée et l'autre partie reste dans le patrimoine de la personne qui est vivante. Voilà. Mais maintenant, si on est dans le cas où l'un a acheté la terre et l'autre a construit. La cession. C'est comment? Normalement, il y a un principe le principe de l'accession. Donc, on dit que l'accessoire suit le principal. Cela voudrait dire que celui-là, à qui appartient la terre, est priorisé. Donc, le bien va lui revenir en totalité. Cependant, il aura à verser à l'autre l'équivalent de la valeur de la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais à condition qu'il y a la preuve que le terrain appartient à X et la maison a été construite par Y. Mais s'il n'y a pas la preuve, Mais cette histoire-là, ce sont les questions de preuve, hein? Ah oui, c'est très important. Maintenant, quelle est la manière la plus... Je ne sais pas quel mot employer, mais qu'est-ce qui met à l'abri? Quels sont les moyens d'obtenir la terre et qui vont mettre la femme à l'abri de tout danger, exploitation et peut-être de privation future? Dame à l'oignon. Oui, c'est en fait.
D'abord, quand vous mariez, mariez-vous légalement. Pour commencer. Pour commencer. Et le deuxième conseil, c'est de faire un contrat de mariage. Et quel va être le contenu de ce contrat? Oui, dans le contrat de mariage, les époux peuvent véritablement parler de la gestion de leurs biens. Voilà, peut-être qu'il y a des époux qui avaient des biens avant de venir en mariage et tout. Donc, le contrat de mariage vous protège. Et pendant le mariage, parce que ça dépend aussi du régime. Pendant le mariage, moi je conseille toujours aux femmes, quand il y a l'amour, c'est vrai que dans le mariage, on ne respecte pas les règles du régime matrimonial. Néanmoins, quand vous achetez quelque chose en commun, soit vous mettez le nom des enfants, ou soit vous mettez vos deux noms. Ne mettez jamais, le dis bien, oui, c'est très important. On dira qu'elle est juriste, mais on sait ce qui se passe après. Pour éviter tout problème, mettez soit vos deux noms, ou soit vous mettez le nom des enfants. Parce que demain, le mari peut mourir. Mais qu'est-ce que la famille dira? Puisqu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Et en Afrique, surtout dans notre pays, on sait, en fait, dans la mentalité des gens, c'est l'homme qui finance. Or, généralement, dans les foyers, on sait que ce sont les femmes qui financent. Et parce qu'on nous a éduqués, parce qu'on nous a mis tellement cette histoire de... Je ne suis pas contre la soumission. Parce qu'on nous a tellement mis ça, on met toujours l'homme devant. Bon, papa, il n'a pas bon, on met toujours l'homme devant. Il signe, il fait les choses. Ce n'est pas, en fait, peut-être que ce n'est pas intentionnel, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que même devant le vendeur, oui, voilà, oui. Même, éprouver devient difficile après. Voilà, même par témoignage, ça devient compliqué. Parce que la femme, elle est tellement humble, elle ne veut pas qu'on sache qu'elle a de l'argent. Mais de la même manière également, il y a des hommes aussi qui se font duper par des femmes. Parce qu'il y a de l'amour, ils achètent les choses, ils mettent au nom de la femme. Alors peut-être même qu'il n'a pas eu d'enfant avec cette femme après, à sa mort, ses enfants se retrouvent avec rien. Donc, ce n'est pas seulement les femmes, même pour les hommes. Vous pouvez vous entendre acheter des choses en commun. On parle de biens indivis. Vous achetez en commun, mais mettez vos deux noms. C'est très important. C'est très important. Vous l'avez souligné à plusieurs reprises. Et même si on doit passer par la voie notariée, allez chez les notaires. D'accord, ça marche. Alors, au niveau de la justice, est-ce qu'il existe des mécanismes de médiation ou d'assistance juridique pour accompagner les femmes dans leur démarche foncière? Bon, je dirais qu'il y a des associations qui existent, qui ont mis en place des structures d'accompagnement des femmes, non seulement en ce qui concerne la propriété foncière, mais également d'autres aspects du droit. Aujourd'hui aussi, au Togo, nous avons des maisons de justice qui ont été mises en place par le ministère de la Justice, qui facilitent l'accès aux questions juridiques, l'accès à la justice, aux femmes et aux communautés. Donc, lorsque vous avez peur d'aller au tribunal ou à la justice, vous pouvez aller aussi dans les maisons de justice. Là, ce sont des magistrats à la retraite qui animent ces maisons de justice, qui ont l'expérience, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous donner des conseils et faire en sorte que vous trouvez gain de cause. Donc, si vous ne trouvez pas gain de cause au niveau des maisons de justice, bon, dans ce cas, vous pouvez aussi aller après au niveau du tribunal. Et aujourd'hui aussi, il y a des structures qui sont mises en place au niveau des tribunaux pour faciliter la rédaction des plaintes, la procédure aux plaignants et aux plaignantes. Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous accompagnez ce genre de femmes? Nous, oui. En tant que membre d'une association de droits des femmes, c'est notre devoir, c'est notre obligation de le faire. Et toutes les fois, toutes les femmes qui ont besoin de conseils juridiques pour accéder à la terre, comment faire pour protéger leur terre, c'est notre devoir de le faire, nous le faisons. Pouvez-vous nous rappeler le nom de l'association?
Le GFDD, c'est le groupe de réflexion d'action Femmes, Démocratie et Développement, GFDD. D'accord. Alors, Dame à l'oignon, pour une femme qui a déjà acheté un terrain, on va le dire comme ça, quelle est la procédure à suivre pour être propriétaire devant la loi de cette terre? En achetant le terrain, elle est déjà propriétaire. Le droit de propriété s'acquiert par la vente. Et maintenant, pour garantir son droit de propriété, il faut qu'elle fasse immatriculer son terrain. Donc ça, c'est ce que la loi dit. Et l'immatriculation, ça se fait comment? C'est toute une procédure. Résumé, un petit résumé. Simplifié. Oui. Je préfère que Madame Aguet réponde à cette question. D'accord, Madame Aguet. D'accord. Donc, lorsque la personne achète un terrain, il y a plusieurs voies et moyens. Donc, vous pouvez déjà acheter un terrain qui a un titre foncier. Lorsqu'on parle d'immatriculation, l'immatriculation aboutit en dernière position à l'obtention d'un titre foncier. Si vous achetez un terrain qui a déjà un titre foncier, c'est-à-dire qui a déjà ce document officiel reconnu par l'administration, ça veut dire que vous faites ce que nous appelons la mutation. C'est-à-dire, vous achetez le terrain, il y a un contrat de vente qui se fait entre le vendeur et l'acheteur. Et après, ça se fait devant un notaire. Et avec ce contrat de vente, on va auprès de l'administration des recettes OTR et il y a des droits qu'on paie et le terrain change de nom. On prend le nom, le terrain qui était au nom de Kofi passe au nom de Abla. Voilà, ça c'est ce que nous appelons mutation. Est-ce que c'est la même, petite parenthèse, est-ce que c'est la même procédure lorsque l'achat a été effectué par un conjoint et qu'on veut mettre son nom à la place? C'est-à-dire... à la base, on a peut-être remis l'argent à son époux, à son épouse d'effectuer l'achat. Et c'est son nom qui figure sur les papiers. Et maintenant, on a envie de changer, de régulariser la fiche. Lorsque vous achetez le terrain au nom de votre conjoint, c'est-à-dire que vous êtes mariés, je prends Madame Nyaro et Monsieur Nyaro, donc le terrain a été acheté au nom de Monsieur Nyaro. Oui. Une fois après, Madame Nyaro veut faire passer le terrain en son nom. Donc dans ce cas, il faut que Monsieur Nyaro puisse faire un autre acte. Soit on fait une simulation de vente comme si Monsieur Nyaro est en train de vendre le terrain à Madame Nyaro, ou bien Monsieur Nyaro fait un acte reconnaissant le droit de propriété de Madame Nyaro sur ce terrain. Donc c'est avec cet acte-là que elle va faire la mutation en son nom. Donc, elle va encore payer des droits au niveau de l'OTR. Elle va encore payer le droit parce que pour l'administration des domaines ou bien l'OTR, le terrain est immatriculé au nom de votre conjoint. Donc, il faudrait que c'est une nouvelle transaction qui se passe et vous aurez encore à payer des droits. Donc, dans ce cas, il faut forcément le consentement du conjoint qui a effectué l'achat. Et dans le cas où il refuse, on fait comment? La loi dit quoi? C'est-à-dire, si j'achète le terrain au nom de mon mari, oui. Si mon mari refuse de faire cet acte-là, oui. Mais le terrain devient reste la propriété de mon mari. Ah. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est pourquoi je disais au début qu'il ne faut pas faire cette erreur-là. C'est une erreur de dire que, oui, je ne veux pas trop de problèmes. Si j'achète à mon nom, mon mari va se fâcher ou bien la famille va me regarder de mauvais œil. Après, si le mari n'est pas de bonne foi, le terrain reste en son nom, c'est fini. Non, mais je pense que s'il n'y a pas encore de titre foncier... Non, moi, on est dans le domaine où il y a déjà un titre foncier. Sinon, s'il n'y a pas de titre foncier, je pense qu'elle peut intenter une action. Oui, mais il faut intenter une action. Mais on est dans la question est dans la logique où la personne est de bonne foi. Si la personne n'est pas de bonne foi, c'est ça. D'où l'importance... Et il faut apporter les preuves. Oui, la question de preuve revient encore. Ah oui.
Oui. Très important. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. On n'a plus parlé d'immatriculation. D'accord, on va en parler en guise de mot de fin très rapidement. Ok. Oui, allez-y. Donc, lorsque vous achetez, par exemple, un terrain qui n'a pas de titre foncier, là, c'est là où vous devez commencer la procédure pour avoir le titre foncier. C'est-à-dire que vous faites le contrat de vente. Après le contrat de vente, il faut faire le plan. Aujourd'hui, on fait un plan tampon unique qu'on dit, c'est les géomètres qui le font. On fait le plan tampon unique et avec le plan et le contrat de vente, vous retournez encore à l'hôtel qui confirme la valeur et c'est avec ça que vous commencez la procédure d'immatriculation. Il y aura parution dans le journal officiel, toute une procédure qui est mise en place avec le notaire. Information bien reçue. Dame Alognon, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, mon dernier mot, c'est d'attirer l'attention de la population togolaise, de leur dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les enfants, il n'y a plus de différence entre les sexes, et la loi reconnaît aujourd'hui le même droit à tous les enfants. Et notre plaidoyer, c'est que cette population-là accepte cela et permet dans la pratique que tous les enfants aient les mêmes droits, non seulement à la terre, mais voilà, lorsqu'il y a succession, qu'on puisse reconnaître un droit égal aussi bien à la fille qu'au garçon, à l'aîné qu'au benjamin. Voilà. Les instruments juridiques en matière de droit foncier existent déjà. Permettez aux femmes de pouvoir jouir de leurs droits à la terre. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Maître Michel Agué, Madame Alognon Senyediva, merci d'avoir répondu à notre invitation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un autre sujet de droit. D'ici là, portez-vous bien. C'était Meshak Nyaro au micro. Au revoir.